Donc moi, mon intervention, comme ça vient d'être dit, va porter sur le concept de solidarité écologique et d'intendance des territoires, puisqu'en fait, comme le soulignait il y a déjà fort longtemps, un psychosociologue, un historien des sciences, un des penseurs de l'écologie politique qui était Serge Moscovici, en fait, dès qu'on pose un problème environnemental, dès qu'on pose une question de, par exemple, quelle nature voulons-nous, eh bien, en fait, fait écho systématiquement une seconde question, à savoir, quelle gouvernance voulons-nous? Donc, vous m'entendez bien là? Moi, je m'entends plus, j'ai plus de retour. J'espère que les basses sont faites. Donc du coup ça pose la question de quelle gouvernance on veut, donc ça fait simplement un constat qui peut nous paraître trivial aux uns et aux autres, à savoir que la nature évidemment est éminemment politique, et donc il s'agit autant de faire sens que d'agir. Et donc si on s'interroge avec Bruno Latour sur cette idée, peut-être qu'il faudrait réinventer, si en tout cas on veut réinventer l'action et on veut réinventer la politique, peut-être qu'il faut réinventer, sinon les choses, au moins réinventer, on va dire, les mots, et réinterroger, modifier les perspectives, et puis nous amener à revisiter peut-être la gouvernance des choses. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'est né le concept de solidarité écologique, pour une raison très simple, c'est on parle de solidarité sociale justement au sujet des plus démunis, ça va de soi. On parle de solidarité économique au sujet des territoires en difficulté, mais en fait on ne parle pas de solidarité écologique. Et donc peut-être que justement ce concept, soit il ne va pas de soi, soit il restait peut-être à inventer. Alors pourquoi on s'est intéressé au concept de solidarité écologique? Eh bien c'est avant tout parce que ce concept-là, il est apparu dans le droit de l'environnement français lors de la réforme des parcs nationaux en 2006, et avec mes collègues et notamment John Thompson, on avait été mandaté pour Parcs nationaux de France pour, comme vous le savez, c'est dans la loi, mais le concept n'est pas défini, donc on était invité à revisiter le concept et à le définir. Donc l'examen en fait des différents textes préparatoires à cette loi a montré plusieurs choses. La première, c'était une réaffirmation en fait très, très franche, très nette de la place de l'homme dans le fonctionnement des systèmes naturels, des écosystèmes. Et puis la solidarité écologique, elle est apparue comme en fait un peu l'enseignement du vécu, l'enseignement en fait du ressenti, à la fois sur le plan social au niveau des populations locales et à la fois sur le plan institutionnel, à savoir donc les agents de ces établissements publics, enfin désormais, dans le cadre de l'application de l'ancienne loi qui datait de 1960. Si on s'intéresse donc à ce processus de création du concept, on observe en fait qu'il y a trois registres de justification, mais il y a des glissements sémantiques assez réguliers en fonction des débats au Sénat, au Parlement, dans les textes préparatoires, les notes au Premier ministre, etc. Et on observe globalement trois registres de justification. Le premier qui ressort évidemment, c'est celui du domaine social, c'est-à-dire que c'est un peu une figure de rhétorique, c'est-à-dire qu'on adosse à la solidarité sociale le concept de solidarité écologique, donc ce qui est éminemment positif. Il y a une autre dimension qui est plutôt comme un concept scientifique, c'est-à-dire on ferait en sorte de revisiter via la notion de solidarité les relations écologiques entre les différentes composantes humaines et non humaines. Et puis ça peut être également tout à la fois ou de manière très normative une norme ou un élément de contrat. Alors ces différents registres de justification, évidemment, ils se renforcent mutuellement et permettent d'arriver finalement à un consensus dans le processus législatif. Si on s'intéresse à ce qui fonde scientifiquement le concept, bon, on n'a pas voulu remonter trop loin, même si la mode des barbus est revenue depuis.
On a inscrit le concept de solidarité écologique définitivement dans celui des travaux qui ont déjà été mentionnés par Sébastien, des travaux sur la définition des enveloppes géologiques de la planète qui étaient portés par Eduard Suess, donc le géologue autrichien qui a défini différentes enveloppes géologiques, et en particulier le concept de réserve de biosphère, qui sera développé plus en détail par Vladimir Vernadsky, donc le père un peu de la biogéochimie mondiale. Et si la biosphère est définie par tous les êtres vivants et les relations dynamiques qui existent entre eux et avec les éléments constitutifs de la planète, en fait le passage de la notion justement d'interdépendance entre les composantes de cette biosphère à la notion de solidarité, elle permet pour certains, c'était la volonté notamment des législateurs et de parcs nationaux de France de souligner vraiment la communauté de destin entre les humains, leur société et l'environnement, mais pour d'autres, elle permet aussi de souligner qu'il y a des possibilités de tenir ou de ne pas tenir compte de ces interdépendances sociales et écologiques, et donc de faire le choix d'être solidaire ou pas avec les autres composantes humaines et non humaines de cette communauté socio-écologique ainsi formée. Et donc la solidarité écologique, on l'a définie par analogie avec la solidarité sociale sur le fait de solidarité, puisque justement nous sommes en interdépendance, la notion de dette écologique, parce que puisque nous serions en interdépendance quand nous détruisons la biodiversité ici ou là, maintenant ou demain, on devient débiteur. Et également le troisième point, c'est le contrat naturel. Donc en reprenant les travaux de Michel Serres, qui nous invite finalement à définir nos droits et nos devoirs à l'endroit de la nature et des différentes des membres de la communauté socio-écologique. Donc ce qu'on proposait, c'était de faire en sorte que la solidarité écologique, finalement, fait un pont entre le contrat social de Rousseau qui nous unit et dont nous avons besoin, évidemment, et le contrat naturel enfin la vision de Michel Serres. Et donc ainsi, la solidarité écologique, elle proposait finalement un compromis plutôt pragmatique entre les porteurs d'une vision plutôt écocentriste dans cette dynamique intellectuelle, si je puis dire, et ceux qui étaient porteurs plutôt d'une vision anthropocentriste ou anthropocentriste élargie. Et donc on est arrivé à une définition assez simple, comme vous le voyez, qu'on a essayé de faire assez concise, puisqu'elle repose finalement, elle souligne simplement l'étroite interdépendance des êtres vivants entre eux, milieu naturel, etc. Et on a beaucoup insisté pour dire qu'il y avait deux éléments dans cette solidarité écologique. Il y avait la solidarité écologique de fait, en fait, justement, qui soulignait en fait la dimension coévolutive des sociétés humaines et de la nature au travers justement des usages de l'espace et des ressources naturelles. Et puis il y avait ce qu'on avait appelé la solidarité écologique d'action, qui se fonde justement sur la reconnaissance de cette solidarité écologique de fait, et qui traduit en fait leur volonté en quelque sorte de vivre ensemble avec les autres êtres vivants, en adoptant finalement une approche conséquentialiste, à savoir en essayant de penser en tout cas leurs actions ou leurs non-actions ou leurs abstentions, puisque Isabelle est partie, mais selon les conséquences que ça va avoir ou que cela a sur les composantes de cette communauté. Donc on a défini les différents types de solidarité écologique de fait en revisitant les différentes formes, les différentes possibilités d'interdépendance écologique. John pourrait en parler davantage. Et puis on a également souligné comment finalement cette solidarité écologique d'action, ça invite surtout à redéfinir le continuum entre les faits, les valeurs et puis finalement les décisions et nos choix, nos actions. Et donc, si on se résume, finalement, la solidarité écologique, ça invite à une écologie de la réconciliation
entre justement les activités humaines et la conservation de la biodiversité biologique. Et intégrer les solidarités écologiques, c'est finalement donner du sens au lieu que nous habitons, mais également à l'association de l'être au milieu et évidemment à nos décisions et à nos actions quotidiennes. Alors, pour reprendre une connotation, enfin une citation assez plutôt marxiste, pour reprendre ou paraphraser Marx, évidemment, il ne s'agit pas d'interpréter le monde, encore faut-il vouloir le transformer. Et donc, si on veut opérationnaliser la solidarité écologique, eh bien, il ne s'agit pas seulement de penser ou de reconnaître les différentes interdépendances entre des espaces d'un point de vue social et d'un point de vue écologique, mais c'est surtout questionner comment on va prendre en charge les conséquences de cette interdépendance. Est-ce qu'on est solidaire ou pas, justement, quant à l'accès à la biodiversité? Est-ce qu'on est solidaire ou pas avec le reste du vivant? Et donc, on pense que la solidarité écologique, ça peut fonder ou refonder, en tout cas contribuer à la transition écologique qu'on a évoquée ce matin, en essayant de promouvoir une forme d'intendance des territoires. Alors l'intendance, qui s'appelle stewardship en anglais, c'est une vieille notion issue des vieilles civilisations et des religions anciennes, où l'homme est finalement l'intendant, c'est-à-dire le gardien d'une nature qui est généralement un don de Dieu. Et l'idée, c'est de dire que globalement, avec les changements globaux, on dépend en fait de plus en plus de choses qui en retour dépendent de plus en plus de nous. En fait, c'est un constat assez élémentaire qui fait de nous, finalement, qu'on le veuille ou pas, des gestionnaires directs ou indirects de cette nature. Et parce qu'on en devient les gérants, on en devient un peu également les garants. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on doit rendre des comptes sur ce que l'on fait de la nature. Et donc, ce qui va nous imposer, sinon nous inviter fortement à en faire bon usage, donc à prendre soin de la nature, à ménager les territoires, peuvent être justement les leitmotifs d'une intendance du territoire qui cherche finalement rien d'autre qu'à faire de l'engagement social en faveur de la protection de l'environnement. Alors pourquoi on s'intéresse subitement à la notion d'intendance? C'est parce que dans le champ des sciences de la conservation et dans le champ autant des praticiens que des scientifiques, en fait la notion d'intendance, elle émerge, et en fait, comme on le voit ici avec cet histogramme du nombre de citations repris dans Web of Science il y a 2 ou 3 semaines, en fait, c'est une thématique qui est importante, et en fait, on voit qu'il y a déjà un marché, si je puis dire, un marché évidemment aux idées sur la notion de steward et la notion de stewardship. Et donc, ce qui nous a intéressés, donc, notamment en particulier avec François Bousquet, mais également plus récemment avec Christopher Raymond, de travailler sur une typologie de l'intendance, c'est-à-dire est-ce que tout le monde parle de la même chose quand il parle de l'intendance, vu que c'est un terme qui est en train de se généraliser déjà dans la littérature. Alors pour ce faire, ce qu'on a utilisé, on a utilisé une grille d'analyse politique en reprenant notamment celle des discours environnementaux de Dreisek, et puis en adaptant la trame des 6 dimensions que vous voyez ici, que je ne vais pas passer en revue dans le détail, mais pour le dire simplement, donc d'un point de vue science politique, en termes d'analyse de discours environnemental, Dreisek considère que le discours environnemental se caractérise par une sortie du système d'une société, en tout cas à qualifier de société industrielle, qui serait une société qui met en avant le bien-être matériel qui serait produit par la croissance économique. Et donc pour sortir de cette société industrielle, il propose différentes formes, et donc on distingue deux axes. Il y a un premier axe qui est réformateur versus radical. Donc réformateur, évidemment, c'est plutôt des petits changements avec une stratégie plutôt de petits pas, et radical, c'est du changement large et fondamental. Et puis il définit un deuxième axe qui est plutôt prosaïque, c'est-à-dire qu'on pense les solutions du problème dans le modèle politico-économique dominant, et imaginatif, où finalement on se saisit de chaque problème environnemental comme une opportunité pour redéfinir le système politico-économique dans lequel nous vivons.
Donc à partir de là, on peut définir 4 grands types de stewardship. Je vais démarrer en bas à gauche, ça changera, évidemment, diront certains. L'idée donc de l'adjustive stewardship, donc c'est pas l'ajustement du papier de Virginie et Arnaud dans Conservation Biology, c'est ici, on est à la fois réformiste et prosaïque. Par exemple, on va faire de l'intendance par petits ajustements, on va institutionnaliser les préoccupations environnementales, par exemple on va créer un ministère d'écologie, on va créer des secrétariats d'État, puis pourquoi pas une agence de la biodiversité, on va créer des approches contractuelles, etc. Mais on reste dans le modèle politico-économique dominant. Dans l'intendance réformiste, là on va plutôt essayer de concilier des choses qui sont habituellement mises en opposition, à savoir la croissance économique et la conservation de l'environnement. Et puis, dans la partie prosaïque et radicale, on a ce que je n'ai appelé l'adaptive stewardship, donc c'est une intendance de l'adaptation qui se veut très prosaïque puisqu'elle définit les champs du possible dans le modèle dominant, mais qui est quand même radicale dans la mesure où elle veut redistribuer le pouvoir, changer les modalités de prise de décision et en même temps essayer de modifier les conditions de croissance économique. Et enfin, le dernier, donc l'intendance de transformation, qui est à la fois radicale puisqu'elle considère que la société actuelle ne permet pas de définir ou ne porte pas suffisamment, ne prend pas en compte les différentes représentations de l'environnement, de la nature, etc. Donc la fameuse pluralité de valeurs, et imaginative puisqu'elle va tester, évidemment, innover aux marges généralement de la société. Et donc si à partir de ces 4 grands types, on peut définir des styles d'intendance, et donc, par exemple, dans l'adaptive stewardship, on va retrouver tout ce qui est littérature sur l'intendance de la planète, l'intendance de la Terre, l'intendance de la biosphère, etc. Donc là, j'ai mis quelques auteurs clés. Cette intendance-là, en fait, elle cherche elle place la science et le champ de l'expertise comme une priorité, et les agents du changement vont être les décideurs de haut niveau, l'expertise internationale de haut niveau, et elle va avoir une foi importante, va considérer évidemment dans la figure, c'est piloter la planète comme un vaisseau spatial, et les dimensions géotechnocratiques, la géo-ingénierie, etc., sont extrêmement présents pour résoudre les problèmes environnementaux. Dans la stewardship par ajustement, la tendance par ajustement, là on va retrouver toute la littérature de l'intendance des écosystèmes, où là il s'agit évidemment de coupler sphère sociale et sphère écologique, mais en fait toujours en correspondant, en tout cas en pouvant marchandiser, on peut dire, la nature, c'est-à-dire considérer la nature et ses différentes composantes comme un capital qui est quand même à valoriser à travers les services écosystémiques, et on distingue des sous-types en fonction de la rationalité dominante. Si c'est la rationalité administrative, c'est le land stewardship façon en Angleterre, le land stewardship façon USA qui est basé plutôt sur une rationalité démocratique, et puis tout ce qui est le Forest Stewardship Council ou Marine Stewardship Council qui est basé vraiment sur une rationalité plutôt économique. Sur le stewardship réformiste, donc la figure typique, c'est le grand courant qui s'est développé ces 5 dernières années d'intendance du paysage, notamment en Europe avec les travaux de Plininger, où là, en fait, on reprend les capacités d'analyse des formes précédentes, mais les constats aussi, mais on va essayer d'avoir une vision beaucoup plus ouverte en intégrant la pluralité des points de vue, notamment celle des parties prenantes. On va être beaucoup plus dans l'approche collaborative, et là, la science reste quand même bien présente, mais disons que l'expertise est moins institutionnalisée, mais on reste quand même dans le modèle dominant.
Et puis enfin, le dernier modèle que l'on observe actuellement dans la littérature, c'est celui d'une forme d'intendance qui se base plutôt sur des idées de commun et puis de solidarité qu'on peut retrouver en partie dans les travaux ici conduits par le Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon dans quelques terrains expérimentaux. Et donc où là on revisite les droits d'usage, on revisite les droits de propriété localement pour essayer de construire une intendance et des perspectives pour transformer évidemment par le bas le système de fonctionnement et de gestion de la nature. On retrouve également tout ce qui est le mouvement ville en transition, qui sont évidemment radicaux puisqu'ils vont challenger, si je puis dire, le pouvoir et les modalités de prise de décision, et puis également vont essayer de gagner donc en autonomie de décision, gagner en autonomie de production d'énergie, gagner en autonomie de production de nourriture, donc les dimensions de proximité sont là. Et imaginative, pour quelle raison? Imaginative parce que justement ils vont tester plein de techniques alternatives en lien avec l'agriculture bio, en lien avec la permaculture, le recyclage de l'eau, etc. Bon, je pense aux travaux de Hopkins que tout le monde connaît ici. Et donc sur la base de cette typologie, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'intendance, c'est une forme, quelle que soit sa forme, c'est une forme d'extension d'une éthique du care, justement, des humains aux non-humains, où les principes d'une éthique interventionniste ou abstentionniste sont assumés et dans des logiques d'éthique un peu plutôt basée sur la bienveillance, la sollicitude et la solidarité, pour penser aux travaux de Volk-Lumode. Et puis, pourquoi on s'est intéressé à ça aussi? C'est parce que vu qu'on rentre de plus en plus dans des délibérations sur les changements de modèles de développement, c'est important, je crois, que les scientifiques de la conservation aient en tête ces différentes nuances dans les différentes formes d'intendance, puisque l'intendant, la place de la science mérite d'être questionnée systématiquement. Qui sont les intendants et de quoi, et qui les déclare intendants, de quoi sont des questions cruciales. Et de la même manière, comment est traitée la question de la pluralité de valeurs et comment elle est intégrée dans le dispositif d'intendance semble déterminant. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est l'importance dans ces différentes formes d'intendance, quelle que soit l'échelle spatiale d'application de la connaissance et du contexte, donc de la connaissance située. Et sur la base des travaux et de notre expérience, ce qu'on observe, c'est à chaque fois un triple déficit qu'il s'agit de combler sans cesse, à savoir un déficit de connaissance évidemment, mais aussi un déficit de reconnaissance quelquefois de l'autre, et un déficit de dialogue. Et donc ce qui est déterminant aussi évidemment, c'est de toujours avoir en tête bien définir en tout cas les conditions politiques du contexte socio-environnemental dans lequel on s'inscrit, puisqu'en fait il n'y aura pas de commun s'il n'y a pas une communauté socio-écologique. Et questionner la communauté socio-écologique, ça suppose de questionner sans cesse en fait plusieurs choses, à savoir la relation individuelle et collective que l'on peut avoir à la nature, mais aussi la relation à l'État, qui est souvent mise un peu de côté, mais aussi la relation aux autres, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de faire de l'action collective, et enfin la relation à la décision, puisque c'est facile d'être concerné par un problème, c'est plus difficile de décider et de changer ses routines. Voilà, donc en fait finalement, la solidarité écologique finalement invite à une reconnaissance de ce continuum, si je puis dire, et elle est en quête d'essayer sans cesse en fait de faire ce travail-là qui peut être fait par ailleurs, mais de reconnecter en fait les processus écologiques, les pratiques, les référentiels culturels et les politiques publiques. Parce que l'idée, c'est si on veut construire en fait un territoire, ce que j'appelle moi un territoire capable, c'est-à-dire un territoire qui est capable de concilier activité humaine et conservation des fonctionnalités écologiques dans leur évolution et de la biodiversité, eh bien l'enjeu évidemment sera de mieux intégrer ces différents systèmes de valeurs. Et donc je terminerai avec
le petit mot pour paraphraser donc Élisée Reclus. Donc il s'agit d'être solidaire parce que rationnel et d'être rationnel parce que solidaire. Voilà, merci de votre attention. À un moment, vous avez défini trois points de la solidarité écologique: le fait de solidarité, la dette écologique et le contrat naturel. Et donc ça m'a assez surpris d'utiliser ces termes de dette et de contrat qui sont justement des concepts qui ont toute une histoire politique et sociale. Et pour faire le lien avec les questions d'intendance, il me semble que ce sont justement des concepts qu'on pourrait qualifier de prosaïques, dans la mesure où ce sont des concepts qui, notamment en termes de contrat, sont nés avec la modernité en Angleterre, avec Locke, etc. Et donc je me demandais dans quelle mesure ils pouvaient nous empêcher de penser une forme de solidarité écologique qui serait plus imaginative et dans laquelle, par exemple, la solidarité écologique n'aurait pas besoin d'être forcément toujours médiatisée par un contrat ou par une autre forme de médiatisation, mais pourrait se concrétiser sans forcément ce type de médiatisation. C'est un très bon point. Après, oui, on peut considérer que repartir de la notion même de contrat est, pour le coup, on peut considérer que c'est prosaïque, mais contrat naturel, on peut considérer que c'est imaginatif. C'est-à-dire, Michel Serres a eu suffisamment de critiques conceptuelles, théoriques, etc., sur sa notion de contrat naturel, quand on l'a accusé de savoir qui allait signer au nom de la nature, et tout, etc., que la nature n'avait pas de main, donc la controverse a été assez forte. Et pour moi, la notion de contrat naturel, elle est effectivement, elle part du prosaïque, mais elle va pour moi vers l'imaginatif, puisqu'il reste à les termes restent à établir. Et l'idée, c'est pour ça que je soulignais la question de la connaissance située à la place du contexte, puisque l'idée, c'est pas de l'établir de manière universelle, c'est explorer cela. C'est pour ça que dans la notion d'intendance et de contrat, c'est intéressant. C'est parce que dans la notion d'intendance, il y a la dimension délibérative, donc il y a l'idée de prendre en considération le contexte, la trajectoire qui nous a menés ici, celle sur laquelle on se situe, et comment justement on va modifier ou définir ensemble, donc avec les différentes parties prenantes, les termes même de ce contrat. Voilà. Je voulais juste qu'on puisse discuter de tes trois derniers points. En fait, comment tu imagines, effectivement, ça rejoint ce qu'elle a dit, la mise en œuvre de tout cela. Ce sont des idées, bien sûr, qu'on fait circuler, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une sorte pas d'injonction de l'État, mais de mise en œuvre institutionnelle de l'idée de solidarité écologique? Est-ce que ça peut être aussi à travers une forme d'activisme à l'échelle des territoires, ou est-ce qu'on imagine simplement que ce sont des choses qui vont de facto émerger des territoires et qu'il faut accompagner? Donc, la question est comment ça peut évoluer, cette idée, en fait? Moi, je pense... le terme est normatif au sens où il est déjà dans la loi des parcs nationaux. Si on regarde ce qu'en ont fait les parcs nationaux français, donc je suis filmé, donc je vais être extrêmement diplomate, les parcs nationaux français ont mis le terme solidarité écologique dans le préambule de la plupart de leurs chartes, mais ne l'ont pas décliné. Et c'est bien logique quand on connaît les conditions de création ou de révision ou de création simplement des chartes des parcs nationaux français. Donc non, je crois pas vraiment à l'injonction. Par contre, je crois à la question de
ou en tout cas c'est ce qu'il faudrait visiter, c'est-à-dire, mais ça peut-être les collègues du CEN pourront l'évoquer, la question c'est est-ce que finalement l'État, ou l'Europe, ou même les élus locaux, les volontés politiques, laissent une place à l'élaboration de ce genre de réflexion et à ce genre de débordement social et de mise en place d'actions. Et donc, parce que quand on regarde ici et là, il y a plein d'activités qui sont mises en place qui pourraient relever de ce que j'ai défini, ce qu'on a défini avec mes collègues de la solidarité écologique. Hein, c'est un peu comme M. Jourdain qui ferait de la solidarité écologique sans le savoir, ou qui les prendrait en compte, ou qui aurait fait des choix sans les qualifier de cette façon-là. Donc l'enjeu, en fait, c'est pas d'amener les différents acteurs d'un territoire et de leur dire « oh là là, intéressez-vous aux solidarités écologiques », c'est plutôt l'enjeu de les amener à prendre conscience des jeux d'interdépendance, à réfléchir sur leurs interdépendances, et là où ils sont en situation de pouvoir faire des choix de solidarité, de définir les valeurs d'attachement qu'ils ont sur les interdépendances plutôt que sur les différents objets, et du coup de les amener à un processus justement d'intégration de la pluralité des valeurs et d'élaboration progressive des décisions et des actions. Voilà. C'est plutôt comme ça que je le vois. La question qu'on voit, c'est dès qu'on veut faire du upscaling, dès qu'on veut monter en puissance, ça peut bien marcher localement, mais dès qu'on veut monter en puissance, on s'aperçoit que c'est plus hasardeux et que des fois les conditions réglementaires ne sont plus réunies. Par exemple, les collègues, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais par exemple, Olivier Barrière, les travaux qu'il a conduits à requalifier l'espace pastoral, à passer des accords avec un certain nombre d'élus, de propriétaires terriens et puis d'éleveurs, par exemple, on voit bien que ça peut marcher localement, mais à un moment donné, on se confronte à la réglementation européenne, on se confronte à la qualification des différents espaces d'un point de vue réglementaire, aux flux de subventions qui se tarissent ou au contraire qui sont plus éligibles. Et donc du coup, voilà, c'est ça. C'est faire en sorte que l'État puisse créer les conditions en fait légales et collaboratives de ce traitement et de ce travail. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas de risque d'être taxé d'angélisme? Parce que bon, tu as choisi d'être diplomate, mais si on regarde par exemple l'activisme des lobbies autour de la charte du parc de la Vanoise, ils sont assis sur la solidarité écologique, donc ils ont décrété que ça ne les concernait pas, et quels sont les bras de levier pour sortir de ça? Très bonne question. Donc on n'est pas dans une situation d'angélisme, enfin ça c'est un point que j'aurais tendance à réfuter. Je pense que localement, oui, effectivement, les rapports de force sont tels, les jeux d'acteurs sont tels, l'histoire des jeux d'acteurs sont tels, qu'arriver sur ce territoire-là en disant « allez, on réfléchit ensemble à nos solidarités écologiques », ça pour le coup, effectivement, ça serait de l'angélisme. Mais je pense qu'il y a des situations où en fait on peut se saisir de ces questions-là, puisque les gens sont demandeurs. Moi je suis toujours impressionné du volontarisme et de la perte de sens générale qu'on peut rencontrer ici et là, et donc cette demande de construire du sens un peu partout, de mettre des mots sur les choses, de construire du projet de territoire, de projeter ensemble. Donc ça existe. Après on sait très bien que ça peut que se faire quelquefois dans la douleur. Pour en discuter, j'en discutais dernièrement avec le président du conseil scientifique du Mercantour, donc qui s'appelle donc Raphaël Larère, donc on n'a pas été très loin. Et donc quand on en discutait avec Raphaël sur l'application par exemple de la solidarité écologique dans le parc du Mercantour, lui il considère que c'est pas possible à l'échelle du parc, mais que c'est possible localement, dans une vallée, au sujet sur un périmètre plus restreint, où les conditions sociales sont réunies. Voilà. Et donc pour la Vanoise, moi je n'ai pas de solution, et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui en a. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre acte de la situation. Isabelle aurait pu en dire davantage, mais... Je voulais demander si la solidarité écologique correspondait au dernier scénario présenté par Jeanne, ou est-ce qu'il y a une réflexion sur une solidarité évolutive à l'intérieur de la solidarité écologique, ou est-ce que l'espace-temps qui est considéré est plutôt sur des processus typiquement écologiques, mais n'a pas vocation à considérer du temps long ou des processus type évolutif? Alors sur le volet écologique, solidarité écologique de fait, la dimension évolutive est clairement identifiée.
elle est dans la typologie. Si John, tu veux compléter, n'hésite pas. Après, évidemment, la question qui reste difficile dans la mise en œuvre, c'est valable également pour Jeanne, c'est sur quel pas de temps on se positionne, comment on fait pour s'inscrire là-dedans. Ce sera très facile pour certaines espèces ou certains habitats, pour d'autres plus aléatoires. Donc à chaque fois, je pense qu'il faut être très pragmatique et basé en fait sur le jeu local et les héritages humains et écologiques locaux. Oui, peut-être un peu revenir sur l'intendance, parce que historiquement, enfin, c'est les travaux d'Orstom, sur ta partie, l'intendance qui s'appelle transformiste plutôt, il y a quand même beaucoup de travaux et d'organisations d'acteurs, très historiques, en particulier les actions collectives sur l'irrigation dans les Pyrénées-Orientales, etc. Donc il y a toute une histoire environnementale qui montre très bien comment les acteurs se sont organisés à un moment donné pour gérer une ressource et de manière pérenne. Donc ça, je pense qu'on peut s'en inspirer à condition que, évidemment, tel que la protection de la nature est mise en œuvre en France, elle est très top-down, et donc les acteurs locaux, ils ont perdu, d'une certaine manière, du pouvoir de décision, du pouvoir de délibération. Mais d'un autre côté, ça a permis aussi de fragmenter la propriété privée, puisque à l'heure actuelle, un propriétaire qui est dans Natura 2000, qui est dans un parc et tout ça, il peut s'interroger sur les droits dont il peut disposer pour l'usage de ces terres. Donc voilà, on est quand même à un carrefour, on va dire, où les choses sont possibles, à condition que la démocratie locale elle soit reconnue, que le top-down y perde un petit peu de sa puissance, en particulier sur la gestion de l'eau. Voilà, c'est quand même, il y a par rapport à la question comment mettre en pratique, historiquement, il y a des choses qui se sont passées. Dans les pays de droit anglo-saxon, la propriété est beaucoup plus fragmentée, donc le land stewardship se met plus facilement en œuvre, mais on voit aussi qu'en Europe continentale, il y a des choses qui peuvent se passer et il faut y réfléchir et agir. Enfin, tout à fait d'accord avec ça. Les travaux sur les communs, l'enjeu, l'exemple que je mentionnais de Olivier Barrière, c'est rien d'autre que de recréer une forme de commun en allant à la reconquête d'un certain nombre de droits, notamment de droits de pâturage.